une pipe n'est pas du sexe. Une pipe est une pipe, n'est pas du sexe. Annette, bonsoir. Bonsoir. Annette Lévy-Villard, je vous avais reçu au bain de minuit en 1988 pour un livre qui s'appelait Moi, Jane, cherche Tarzan, qui est d'ailleurs en cours d'adaptation pour le cinéma. Hein. C'est pas étonnant parce que vous êtes parti vous installer à Los Angeles depuis qu'on s'est vu, Annette Lévy-Villard, où votre mari est producteur de cinéma et vous travaillez pour le journal Libération. Vous envoyez des papiers qu'on voit de temps en temps dans le journal. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous racontez cette vie à Los Angeles dans un livre qui s'appelle Chronique de Los Angeles et qui est publié chez Grasset, mesdames, messieurs. Alors un jour, Annette Lévy-Villard, donc, qui est journaliste à Libération, vous dites à vos amis que vous partez vous installer à Los Angeles et tout le monde vous dit « Mais comment toi, une intellectuelle, tu peux aller te perdre dans ce désert culturel ?» Ça, c'est au Café de Flore, ça. Dans la ville des cons. Dans la ville des cons. Et vos copines vous disent « N'y va pas, à partir de 30 ans, là-bas, question sexe, tu es périmé sur le marché. » Donc vraiment, ça ne vous donne pas envie de partir, quoi. Hein? C'est vrai, hein? Ouais. Oui, c'est vrai. 25 ans limite. Hein. Ouais. Après ça, il vaut mieux avoir beaucoup d'argent et un entraîneur musclé. Après, il faut payer, ouais. Alors, en arrivant, donc, vous vivez à l'hôtel, d'abord, dans un premier temps, avec votre petite famille. Et puis ensuite, vous cherchez une maison. Alors là, quand on cherche une maison à Los Angeles, il faut savoir que les gens vous vendent toujours la maison des parents de Gwyneth Paltrow, par exemple, celle où Kevin Kline a dormi quelques semaines, il y a toujours une star qui a passé quelques temps là-dedans, celle où une des sœurs Arquette a divorcé. Donc voilà, on vous présente des tas de maisons. Vous n'êtes pas très motivé au départ par ces propositions. Mais on tourne petit à petit Hollywood, donc on finit quand même par habiter dans une rue à côté de la lesbienne la plus célèbre des États-Unis. Voilà. On n'a pas fait exprès, mais on est quand même tombé dans cette rue-là. Donc on a glissé doucement. C'est un petit titre de noblesse quelque part quand on dit j'habite à côté de la lesbienne la plus célèbre des États-Unis. Alors vous, il faut dire aussi, Annette Lévy-Villard, que vous n'êtes pas très people, pas très forte en people. Vous avez du mal à reconnaître les célébrités parce que vous dites dans votre bouquin que les célébrités là-bas, en général, elles sont sales, hein, elles sont en jogging, un t-shirt gris pour les garçons, qui sont en général pas rasés. Les filles ont des t-shirts blancs, très mous comme ça. Ils ont des sandales, les stars, à $2 et des épaisses lunettes de myope. Donc déjà, un jour, d'ailleurs, vous voyez Julia Roberts, vous la reconnaissez même pas, quoi. Oui, parce que plus vous êtes connu à Los Angeles et plus vous êtes cradingue. Il faut passer inaperçu. Donc, les amis français, quand ils viennent, ils sont toujours très déçus. Ils disent où sont les célébrités. En fait, les célébrités en question sont à côté d'elles, hein, en train de prendre leur café. Mais effectivement, le plus cradin que vous êtes, le plus riche et célèbre vous devez être. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Alors, vous vous installez dans une maison de rêve de West Hollywood. Mais alors là, rapidement, vous découvrez qu'il n'y a pas de trottoir, que les piétons sont suspects et qu'une femme qui se balade le soir comme ça, qui va d'un endroit à un autre par la rue... Sans chien. C'est une pute. Ah oui. Ceci étant, vous rentrez quand même très vite dans le style de vie de Los Angeles et vous dites qu'à la fin de la première année, vous avez 3 avocats, 2 brokers, 3 psys, un coach, un agent, un manager pour lancer la carrière de votre fille qui veut être actrice, mais vous dites quand même on n'a toujours pas de prof de yoga à la maison. Hein. Non, j'ai résisté au yoga, mais les autres n'y résistent pas parce que vous dites plus loin qu'à 6h du matin. 6h du matin, tout le monde prend des cours de yoga à Los Angeles. Ce qui n'est pas érotique, parce que si vous savez que vous avez votre prof de yoga qui arrive le lendemain matin à 6h, vous allez dormir à 9h du soir. Faites pas de folie de votre corps, vous couchez tôt, oui, vous avez raison. Vous ne buvez pas. Alors, vous découvrez également, et c'est très intéressant dans votre bouquin, vous découvrez, on le sait, mais on voit à quel point c'est dur, le juridisme. C'est-à-dire vous n'arrêtez pas de signer des papiers où vous dégagez tout le monde de sa responsabilité. C'est-à-dire que, par exemple, une opération de l'appendicite, il faut signer un papier en disant si le gosse meurt, le chirurgien ne sera pas responsable. Un stage de surf, un nettoyage électrique des dents. Enfin, tout est sujet à ça. En fait, ils portent plainte. Parce que moi, j'ai des gens qui voulaient porter plainte après des ébats dans la piscine. Oui, il y a une histoire. Justement, il y a une histoire extraordinaire. C'est d'abord, votre fille demande à son boyfriend un certificat de non-herpès. C'est extraordinaire. Tu as baisé avec un mec, tu dis fais-moi un papier comme quoi tu n'as pas d'herpès. Et alors, il y a Olivia. C'est romantique, c'est très romantique, j'avoue. Et Olivia, qui est une copine de votre fille, alors elle se met dans un jacuzzi avec une bouteille de tequila et un copain. Et à un moment, elle appelle sa mère.
pour lui dire, maman, est-ce que tu peux appeler l'hôpital parce que peut-être je suis plus vierge. Il m'a mis un doigt, c'est Finger. Finger, ouais. Pas de marque à l'antenne. Alors, ce que vous dites aussi, Annette Lévy-Villard, c'est qu'il y a beaucoup de sexe, mais aucun érotisme. Hein. Alors, il y a un truc qui s'appelle Friends with Benefits. C'est-à-dire, expliquez-nous, parce que c'est... C'est toujours, encore une fois, voir Clinton. On fait tout, principalement des pipes, mais on n'a pas de rapport sexuel. Voilà, qu'en fait, on peut sucer, c'est pas considéré, c'est considéré comme un baiser. C'est pas considéré comme un acte sexuel. Mais Clinton... On peut sucer dans la piscine. Sucer n'est pas trempé, on dit là-bas. Voilà, sucer n'est pas trempé. C'est encore une. Mais Clinton était sincère quand il disait... Il les entasse, non. Ouais. Non, racontez-nous. Donc, Clinton, non, mais quand il disait j'ai pas baisé avec Monica, il le pensait parce que pour eux, effectivement, dans le système sexuel actuel, et en particulier chez les ados, et Clinton est un vieil ado, une pipe n'est pas du sexe. Une pipe est une pipe, n'est pas du sexe. Alors, une question, Annette, est-ce que les garçons peuvent doiter? Est-ce que quand un garçon doite... Est-ce que doiter, c'est s'engager? Voilà. Non, doiter, ça va. Doiter, ça va. Doiter, c'est mariage, quoi, ça. Ça s'appelle la déclaration des doigts de l'homme. Non mais c'est fou. C'est fou, c'est un garçon peu doigté. Alors un jour, vous prenez un petit déjeuner, Annette, avec les 100 femmes les plus puissantes d'Hollywood, toutes celles qui font du yoga à 5h45 le matin, qui ont des tailleurs foncés, des voitures allemandes, comme vous racontez très bien dans votre livre. Que les Allemandes. Oui. Et alors là, vous découvrez que vous appartenez à une espèce qui est anéantie à l'âge de 18 ans dans l'univers hollywoodien, c'est-à-dire la femme avec un grand nez. Il y a une énorme salle remplie de femmes toutes habillées avec des costumes assez stricts. Toutes avec des gros seins, parce que quand même, les petits seins, c'est pas du tout à la mode. Il paraît qu'à 18 ans, quand on a le bac, le cadeau, c'est on se fait refaire les seins. Le cadeau de bac, c'est des nouveaux seins, pointure 3 de plus. Et je découvre que moi, je suis la dernière survivante de l'espèce qui n'a pas encore fait le nez. Mais il n'est pas trop tard. Non, mais c'est vrai que vous racontez aussi une histoire extraordinaire, c'est qu'à un moment, les mecs t'opèrent à plusieurs, c'est Frankenstein. Tu es allongé, tu es endormi, il y en a un qui te fait les seins, il y en a un qui te fait le nez. Non, mais c'est vrai. La vidange, il vérifie les niveaux. Non, mais c'est vrai, Annette. C'est vrai. Il y a 40 points de contrôle, tu restes 2 heures. Non, ils sont tout d'un coup. Alors, non, mais en plus, ils enlèvent de la graisse d'un endroit pour la mettre dans un autre. Donc, ça va plus vite, quoi. Ils enlèvent la graisse du bide et mettent dans les rides. Ça fait gagner du temps. Alors, vous dites que New York est la première ville juive du monde, Tel Aviv la deuxième, Los Angeles la troisième. Hein, et que donc, finalement, au départ, tous ces juifs qui sont arrivés, ils étaient rabbins, ils étaient philosophes, ils étaient écrivains, vendeurs. Et puis, leurs parents voulaient qu'ils soient médecins. Et aujourd'hui, pas du tout. Ils sont champions de skate. Et c'est marrant, les champions de surf. J'ai découvert l'arrière-petit-fils d'Einstein, le vrai, qui s'appelle Sam Einstein, qui fait du skate avec mon fils, qui est le champion de skate. Il a 12 ans, champion de skate, mais il a 12 ans, il monte tout en haut, comme ça, il redescend, avec un bruit affreux. Et je lui dis, et les sciences et tout ça, il me dit, ah non. Il s'en fout. Le mec fait du skate. L'arrière-petit-fils d'Einstein fait du skate. Voilà. Avec marqué Sam Einstein sur son casque, il revendique. Le mec s'appelle Einstein. Tout est relatif. Oui, tout est relatif. Bravo. Bravo. Alors, vous parlez des Français à Los Angeles, et vous prenez 2 exemples qui sont assez rigolos. Il y a Jean-Marie Messier et Rachid. Et ça, je dois dire, c'est assez bien vu. Alors, Messier, bon, bah, lui, il échoue. Rachid, il réussit. C'est vrai qu'il échoue, Messier. Rachid, il réussit, et c'est assez symbolique, cette histoire-là. Messier, un jour, vous le rencontrez, et vous lui dites, vous n'êtes pas assez juif pour réussir dans cette ville. Donc, il se dit, c'est vrai quand même. Et il fait un gros chèque au centre Simon Wiesenthal, en pensant que ça va l'aider à se faire accepter par la communauté. Ça a failli marcher, parce que quand il a reçu son prix humanitaire du centre Simon Wiesenthal, il y avait toute la communauté juive de Hollywood, c'est-à-dire tous les patrons des studios, qui étaient là pour assister au dîner de gala. Bon, ça n'a pas suffi pour qu'il s'en sorte. Hein. Mais il a essayé. Il a essayé. Alors vous dites après que sous votre expression, il tourne Hollywood, là. Il gueuse Hollywood. Il maigrit. Il devient bronzé. Il a une chemise rose. Une chemise rose. Il a oublié le tailleur gris Vivendi, là, général des eaux, c'est fini. Hein. Et il devient paillette, quoi. Il est content de dîner avec Julia Roberts ou je ne sais pas qui. Et du coup, il signe le chèque. Bien, et alors vous dites c'est le big splash, quoi. C'est-à-dire ce qu'on appelle le big splash, c'est-à-dire qu'il se prend un gros gadin. Et alors parallèlement, Rachid, lui, c'est le petit rebeu qui arrive là-bas,
il monte un car-wash, et puis l'année d'après, il est patron du car-wash, puis voilà quoi. Donc finalement, ce qui est assez marrant dans votre bouquin, et c'est bien quand même sur le rêve américain, c'est-à-dire que le petit rebeu qui arrive pour monter un car-wash, il gagne du pognon, et Messier qui arrive très frimeur, il se plante. Et ça, c'est assez rigolo. Très fort. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.